Le plus fort assassin du monde tombe amoureux de sa cible et devient son professeur. Kufa Vampire, un maître assassin, évolue dans un monde aussi sombre et désolé que ma propre vie sentimentale. Tandis que la Terre est plongée dans les ténèbres infestées de monstres appelés Lycanthropes, la dernière colonie humaine est une structure gigantesque, telle un chandelier, abritant des quartiers entiers sous un verre ultra résistant, du genre Gorilla Glass. Dans ce monde, de rares individus possèdent une capacité surnaturelle, le mana leur permettant de combattre les Lycanthropes en rejoignant diverses guildes. Notre héros Kufa Vampire est un assassin de la guilde Chevalier Blanc, n'hésitant jamais à accomplir les tâches les plus sordides. Lors d'une mission, il tombe dans une embuscade tendue par une autre guilde, des assassins ennemis l'encerclent, ils lui tirent au-dessus, mais Kufa est plus rapide que Flash, tranchant toutes les balles puis tous les assassins. Face à sa vitesse et son talent écrasant, les ennemis n'ont aucune chance mais leur chef survit à l'assaut. Ce chef, appelons-le la momie, affronte Kufa, mais le supérieur de notre héros arrive et interrompt leur combat. La momie lance un canapé sur Kufa et s'enfuit. Le supérieur dit à Kufa d'arrêter, ça ne vaut pas la peine de le poursuivre. Ils découvrent que leur cible pour cette mission était déjà morte. Cette mission concernait une adolescente, Melita Angel, de la famille Angel, l'une des 3 plus grandes familles nobles de ce monde. Son grand-père avait engagé Kufa pour savoir si Melita était bien sa petite fille biologique ou si sa mère avait vu ailleurs. Puisqu'il n'y a pas de test ADN ici, Kufa devait interroger la cible, le supposé autre homme. Mais maintenant, son supérieur lui dit qu'il devra infiltrer la vie de la jeune fille et découvrir ses origines par lui-même. Il prend un train qui le mène d'un quartier inférieur à un quartier plus élevé. Il quitte le train en même temps qu'une femme joyeuse et fait preuve de sa galanterie en l'aidant à porter ses affaires jusqu'à ce qu'ils se séparent. Il arrive à destination, une école chic pour jeunes filles nobles, et y rencontre sa cible, Melita Angel. Elle était si excitée de rencontrer Kufa, son nouveau tuteur privé, mais en le voyant, elle trébuche. Il la rattrape, marquant ainsi de précieux points de charisme. Il la pose et la salue, lui annonçant qu'il sera son tuteur personnel pour les 3 prochaines années. À ce moment, les cloches de l'académie sonnent et Melita doit aller en classe. Mais elle n'est pas ravie d'apprendre que Kufa l'accompagnera comme précepteur et garde du corps. Ils se rendent à l'école, remplie de fils plates comme des planches à pain, avec un IMC inférieur à 15. Les élèves s'entraînent au combat et une brute nommée Nerva raille Melita, lui disant qu'elle est inutile, sans mana, et qu'elle n'a pas besoin d'un tuteur mais d'une renaissance. Melita tressaille en entendant cela et Nerva lui demande de la rejoindre pour s'entraîner. Tandis que les 2 filles s'affrontent, Kufa brise le 4e mur et explique que le mana est la capacité qui confère des talents et des pouvoirs surnaturels à de rares individus qui reçoivent alors le titre de noble. Ces capacités s'éveillent généralement vers 7 ans, mais Melita en a 13 et n'a pas de mana, malgré son appartenance à l'une des 3 grandes maisons nobles. Kufa est impressionné par la façon dont Melita affronte Nerva avec son maniement de l'épée, mais sans mana, elle se fait corriger par la brute. Nerva se moque de Melita après l'avoir vaincue et la compare à sa cousine Elise Angel, issue d'une branche cadette mais qui a éveillé la très convoitée classe paladin et a un tuteur de la guilde la plus réputée, Crest Legion. Melita est sitée blessée en entendant cela et s'enfuit, sa cousine Ellie la poursuivant. La nuit, Kufa rédige son rapport, affirmant que Melita n'est pas l'enfant biologique de la famille Angel. C'est à ce moment que sa mission secrète commence. Maintenant, il doit assassiner la jeune fille sur ordre de son grand-père. Bien qu'il ne soit pas sage de le faire si tôt, Kufa ne peut plus laisser la jeune fille subir d'humiliation. Il est touché par son travail acharné et veut lui montrer un peu de pitié. Cependant, quand il va dans sa chambre pour accomplir la tâche, elle n'est pas là. Kufa la cherche partout en ville et la trouve dans un parc combattant 3 lycanthropes aux allures d'Halloween. Kufa réalise que les monstres ont été amenés là par le grand-père de Melita qui tentait souvent de stimuler son mana par un danger réel, mais ça ne marche clairement pas. Melita combat les clowns de toutes ses forces, mais son épée se brise et les monstres l'humilient en la dominant. Kufa se demande pourquoi elle n'appelle pas à l'aide. Melita ne parle que lorsque les monstres tentent de couper ses cheveux blonds, qui lui rappellent sa mère, maltraitée par sa famille et qui est partie acheter des cigarettes. Melita veut être reconnue comme l'enfant de la famille Angel, et si elle appelle quelqu'un à l'aide, personne ne la reconnaîtra. Kufa ressent cela comme une cruelle blague du destin et ne peut plus le tolérer. Il découpe et brûle soudainement l'un des monstres d'un simple regard. Il charge ensuite un autre monstre clown et l'achève de la même manière tandis que le dernier s'enfuit. Kufa utilise alors son mouvement spécial, l'âme fantôme, pour le détruire. Il tend la main à Melita, mais elle est encore trop fière pour quelqu'un qui vient d'être humilié par une bande de clowns et se relève seule. Kufa se sent soudain mal pour la jeune fille qui a toujours été seule et il veut qu'elle triomphe du monde. Tandis que la jeune fille pleure, il lui parle d'un moyen risqué d'éveiller son mana, mais si ça échoue, elle mourra. Melita accepte la chance sans la moindre hésitation. Kufa boit une potion et la lui donne bouche à bouche, ce qui est aussi votre signal pour appeler le FBI.
Melita est submergée par la sensation, elle se sent se noyer, son corps se déchire, mais elle voit alors une lumière à la surface et l'atteint. Avec ça, elle a réussi à obtenir son mana. Et montre sa forme de Super Saiyan à ses servantes plus tard, tandis que Kufa les observe d'un coin tel un ado émo, car ce qu'il a fait était contre le code de sa guilde. Maintenant, il doit cacher la vérité sur son identité d'assassin à la jeune fille et le secret de son pouvoir à son client et à ses supérieurs. Car si quelqu'un découvre la vérité, ce sera la fin du jeu instantané pour eux deux. Plus tard cette nuit-là, Kufa examine le corps de Melita pour détecter toute anomalie physique due à la potion qu'il lui a donnée pour éveiller son mana. Elle veut appeler le FBI, mais il dit que cet examen est crucial pour s'assurer qu'il n'a pas blessé sa cliente, même involontairement. Son charisme au max fait des merveilles, et Melita lui donne un accès libre à son corps. Kufa lui explique qu'elle n'a pas obtenu la classe paladin, mais la classe samouraï comme lui, puisqu'il a partagé son mana avec elle. Il lui dit ensuite que même avec une classe inférieure, elle peut prouver sa valeur au nom de la famille Angel en ayant un bon palmarès. Il n'y a aucun problème avec son corps et Melita est heureuse de pouvoir enfin être comme tout le monde. Cependant, Kufa lui interdit d'utiliser son mana en dehors de son entraînement pendant une semaine et elle est aussi déçue de lui que mes parents le sont de moi. Dans une semaine, un tournoi de classement aura lieu à l'académie et tout le monde est excité. Les laquais de Nerva la présentent comme la favorite de leur classe et elle en profite pour taquiner Melita. Elle se dit son amie et lui vole son livre et la pauvre Melita ne peut rien lui dire. Kufa est dehors, il entend toutes les filles se moquer de sa protégée et se sent mal pour elle. Plus tard, Melita se plaint d'être encore moquée même après avoir éveillé son pouvoir. Kufa répond que son pouvoir est encore imparfait. Elle doit donc continuer à travailler en silence pour faire ses grands débuts au tournoi. Soudain, il remarque quelqu'un qui les suit et les interpelle. Il découvre que les traqueuses sont la cousine de Melita, Ellie, et la fille aux cheveux roses que Kufa a rencontrée dans le train. La fille se présente comme Rosetti Priquet, la tutrice privée d'Ellie. Melita est surprise d'entendre ce nom, car Rosetti est une célébrité connue, issue d'un milieu roturier mais qui a rejoint la guilde Crest Legion et a obtenu le titre de noblesse. Elle fait la timide en entendant tous ces éloges et demande à Kufa de l'appeler Rose, suggérant qu'il devrait reprendre un verre un de ces jours. Cependant, Kufa n'est pas un pigeon et repousse sa main, disant qu'il n'a pas de temps pour une femme vile comme elle qui serait une mauvaise influence pour sa protégée. Rose est furieuse et taquine Kufa, disant que son élève battra la sienne au tournoi avant de s'enfuir. Une semaine plus tard, le jour du tournoi arrive. Melita est nerveuse et veut fuir, tandis que Kufa tente de lui remonter le moral. Soudain, une calèche passe et Melita y aperçoit son père, mais elle n'ose pas l'approcher. Son état empire à chaque instant, puis Nerva et sa bande arrivent pour taquiner Melita, disant que l'équipe qu'il a choisie est malchanceuse, tout comme sa famille. Voyant la santé mentale de Melita décliner, Kufa intervient et dit poliment à Nerva que ses oreilles vont saigner si elle parle encore un peu, et lui dit de fermer sa gueule. Elle est vexée et commence à l'insulter, le traitant de professeur inutile, d'une élève malveillante. Cela met Melita en colère, qui repousse la main de Nerva et lui dit de ne plus prononcer le nom de son professeur, jurant de la détruire au tournoi. Bientôt, le tournoi est sur le point de commencer. Les deux hommes importants de la famille Angel, Felvis, le père de Melita, et Mordru, son grand-père, ont pris place. Mordru regarde Kufa, qui sait que c'est le moment où sa performance en tant que professeur sera évaluée. Pendant ce temps, dans l'arène, les coéquipières de Melita lui disent de tout leur laisser, mais elle leur demande de la laisser se battre aussi. Quelques instants plus tard, la directrice de l'école annonce le début de la bataille, et les filles des deux équipes utilisent leur mana et se précipitent les unes sur les autres. Melita prend une profonde inspiration et charge Nerva sans activer son mana. Nerva se précipite aussi sur elle, espérant l'anéantir et l'humilier devant tout le monde. Elle active son mana en sautant pour attaquer, mais Melita active le sien au dernier moment et contre-attaque, la repoussant. Nerva est incrédule, tout comme les autres, car personne n'aurait cru que Melita puisse utiliser le mana. Nerva est furieuse et déclare que rien ne change, même si Melita peut désormais utiliser le mana. Elle l'attaque et Melita feinte une attaque à l'épée mais la frappe d'un coup de pied. Nerva devient encore plus imprudente et Melita en profite pour l'aveugler avec du sable, puis la projeter contre un mur. Nerva retire son limiteur pour utiliser toute sa force alors qu'elle saute pour porter son coup de grâce à Melita. Elle s'abat comme une météorite et brise l'arène avec sa puissante attaque. Tandis que la poussière de la collision se dissipe, Melita est trouvée assise en silence et Nerva croit avoir gagné. Elle s'approche et dit qu'elle l'épargnera de toute humiliation supplémentaire si elle se rend maintenant, car elles sont amies. Quand Melita ne répond pas, Nerva se prépare à l'achever. À ce moment, Melita pointe son épée sur son cou, lui disant que les attaques de Kufa sont bien plus effrayantes. Alors que les deux filles libèrent leur mana, une tempête se lève, et malgré ses blessures, Melita pousse Nerva contre un mur. Cependant, juste au moment où elle porte son coup de grâce, elle manque de mana et perd son épée. Melita et Kufa paniquent et elle s'enfuit. Nerva en profite et lance des coups consécutifs sur Melita en fuite par derrière tout en l'insultant.
Melita tombe au sol et Nerva lui demande d'abandonner, mais elle refuse. Nerva fond en larmes de rage, elle est un peu fêlée et continue de penser que harceler Melita c'est être son amie et elle ne supporte pas de la voir devenir plus forte. Nerva promet de la mettre en fauteuil roulant pour le reste de sa vie, mais Melita cachait aussi une arme secrète. Elle éveille son mana une fois de plus et utilise la technique de la lame fantôme pour projeter Nerva hors de l'arène. Kufa est stupéfait de voir cela et réalise que Melita a appris ce mouvement en le copiant et en le pratiquant secrètement après leur session régulière. Melita emprunte ensuite l'arme de Nerva et se précipite pour détruire le point de contrôle de son équipe. Les coéquipières de Nerva attaquent Melita, mais son équipe la soutient et elle détruit leur point de contrôle pour gagner la bataille. Plus tard, elle court vers Kufa, espérant des félicitations pour sa grande performance, mais il la soulève et affirme qu'elle a même dépassé ses attentes. Juste à ce moment, son père passe devant elle sans même la regarder. Melita l'interpelle et dit qu'elle a gagné la bataille. Mais il lui dit de ne pas s'emballer, ce n'était qu'un match scolaire et qu'elle devrait prouver sa force au tournoi inter-école classé. Melita se met à pleurer en entendant sa réponse, mais Kufa lui dit de voir le bon côté des choses. Elle a eu le courage de parler à son père et même si ce n'était pas favorable, il lui a répondu. Kufa dit que c'est un grand pas en avant et Melita le croit. Juste à ce moment, Nerva arrive en courant vers elle. Alors que Melita est effrayée, la brute est là seulement pour lui rendre son livre. Apparemment, le cœur de Nerva a changé plus vite que je ne change d'onglet quand mes parents entrent dans ma chambre et elle s'excuse humblement auprès de Melita avant de s'enfuir. Bientôt, Melita et son groupe ont leur deuxième match. Cette fois, leur adversaire est Ellie, qui gagne la partie à elle seule avec sa puissance et sa classe, étonnant tout le monde. Quelques jours plus tard, Melita montre sa robe de carnaval à Kufa, qui réagit plutôt platement, affirmant qu'il n'aime pas les festivals car il a grandi dans le pays des ténèbres éternelles où il n'y en a pas. Melita se sent mal pour lui et lui demande de danser avec elle autour du feu de camp le premier jour du festival. Kufa répond qu'il a une autre mission ce jour-là et promet de revenir le dernier jour pour ne pas la décevoir. Le festival arrive assez vite et toutes les filles sont en uniforme, mais Ellie attire l'attention de tous car sa femme de chambre lui a commandé un uniforme spécial pour afficher son statut. Tandis que certains admirent sa beauté, d'autres disent qu'à Leinark elle est trop privilégiée et ne peut même pas porter l'uniforme scolaire comme les élèves normales. Ellie se sent mal et s'enfuit. Melita la poursuit et la trouve en pleurs à la fontaine, car elle aussi voulait porter la même robe que ses amis, mais sa femme de chambre ne l'a pas laissé faire. Melita essaie de la réconforter quand soudain les lumières s'éteignent et des hommes cagoulés les encerclent, menés par la momie. La momie les kidnappe et Melita se réveille dans un endroit étrange. Elle essaie d'activer son mana mais découvre que les étranges bandages autour de ses poignets scellent son pouvoir. Elle se tourne alors vers la momie, sentant qu'il est un lycanthrope et lui demande pourquoi il est dans la zone humaine. La momie commence à trop partager ses informations personnelles, comme moi, à 2h du matin. Il déclare être un lycanthrope artificiel créé par modification génétique et travailler pour une organisation nommée Yield Grimfis, parmi d'autres choses sans importance. Melita lui demande pourquoi il l'a kidnappé et il ordonne à ses soldats épouvantails d'Halloween de traîner Ellie. La momie explique qu'il prévoit de transplanter de force la classe paladin d'Ellie dans le corps de Melita. La procédure a un faible taux de réussite et même si elle réussit, les filles pourraient encore perdre la vie. Melita est terrifiée et recule seulement pour découvrir qu'elles sont dans un musée isolé, entourées par la guilde des momies, donc aucune aide ne peut arriver. Juste à ce moment, Ellie se réveille et se met à crier en voyant les monstres, car elle a une phobie des clowns et des épouvantails depuis qu'elles sont enfants. Melita l'a réconfortée chaque fois qu'elle avait peur et réalise qu'elle doit à nouveau protéger sa petite sœur. Elle brise une patte de dinosaure avec un marteau pour qu'elle tombe sur les monstres, lui donnant la chance de s'enfuir avec Ellie. Elle trouve le plan du bâtiment et Melita décide d'utiliser la sortie de secours tout en continuant de remonter le moral d'Ellie. Puisqu'elles ne peuvent pas utiliser leur mana et qu'elles n'ont pas non plus d'armes à attribut divin pour affronter les monstres, Melita doit penser à autre chose. Elle se souvient que la robe d'Ellie était faite d'un matériau de nature divine et la déchire pour créer une torche qu'elle compte allumer avec la pierre à feu de son diadème. Avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, les monstres les attrapent et la giflent violemment. Ellie est capturée et pour la sauver, Melita écrase le diadème au sol, créant des flammes à partir du bijou et allumant la torche. Avec son arme divine improvisée, elle effraie les lycanthropes et en brûle un en lui enfonçant la torche dans la gueule, tout en crevant l'œil de l'autre. Après avoir libéré Ellie, elle court vers la sortie de secours, mais la momie est déjà là. Melita l'attaque, mais la momie la surclasse et attrape la torche à main nue, l'éteignant. Il repousse ensuite Melita d'un coup de pied et gifle violemment Ellie alors qu'elle essaie d'aider. Melita essaie toujours de créer un feu tandis que la momie s'approche d'elle. Il est sur le point de la blesser quand Melita et Ellie le fixent et leur pouvoir combiné lui donne des frissons. Il les considère comme une grande menace potentielle et décide de s'en débarrasser immédiatement. Il est sur le point de tuer Melita, mais à ce moment la porte s'ouvre en grand et Kufa et Rose arrivent à la rescousse. Ils couvrent les filles, puis foncent, fauchant les ennemis.
Kufa les découpe avec son épée, tandis que Rose fait des acrobaties, comme si elle était à la France, à un incroyable talent, avant de faire pousser des ailes de mana et de vaincre tous les ennemis. À ce moment-là, Kufa a réglé le compte des autres ennemis, et il demande à Rose de s'occuper des filles pendant qu'il poursuit le principal coupable. Il trouve la momie qui affirme que puisque Kufa a échoué à tuer Melita, la tâche a été confiée à sa guilde. Kufa réalise que le grand-père de Melita est derrière tout ça. La momie sort alors quelque chose comme le cœur de Davy Jones d'un conteneur et lui injecte une potion de mana concentrée. La petite sphère se transforme en un dinosaure géant, entouré de flammes violettes et au souffle terrible. Kufa est stupéfait de voir ça et la momie affirme que c'est un lycanthrope artificiel avec des statistiques au maximum. Le monstre attaque Kufa qui esquive mais trouve la momie de l'autre côté. La momie lui lance des attaques consécutives avec ses bandages, mais Kufa les repousse avant de submerger l'ennemi par sa vitesse. Il donne un coup de pied à la momie, puis utilise son mouvement ultime pour le blesser gravement et le projeter au sol. La momie a vite une chance de contre-attaquer quand Kufa est distrait par le monstre. Il attrape la main de Kufa avec des bandages et scelle son mana, donc il n'a pas d'autre choix que de se couper la main pour continuer à se battre. La momie est étonnée mais lui demande ensuite si la jeune fille vaut la peine de sacrifier son bras. Il répond que dans quelques années, elle deviendra une adulte splendide qui le surpassera et deviendra la plus forte guerrière de cette terre. D'ici là, il la protégera à tout prix. La momie ordonne à la bête d'achever Kufa et elle l'avale tout entier. Cependant, juste au moment où la momie se détourne, il ressent une puissante onde de choc et se retourne pour voir Kufa, maîtrisant le monstre sans effort. Il libère son véritable potentiel et utilise son mana pour écraser et froisser le monstre jusqu'à ce qu'il implose. La momie est terrifiée par son pouvoir et Kufa lui montre alors ce qu'il cache d'autre. Ses cheveux deviennent blancs et une aura de feu bleu le recouvre alors qu'il déploie toute sa puissance. Kufa ramasse sa main déchirée et la rattache à son bras sans laisser de traces. La momie est terrifiée et rien qu'à l'aura, il sait que Kufa est un vampire, le plus puissant des lycanthropes. Il recule en lui demandant ce qu'il fait là et Kufa le plaque contre un mur, affirmant être un demi-lycanthrope, tout comme lui. La momie flippe sa race, mais Kufa lui assure qu'il ne mourra pas aujourd'hui. Il déclare que le pouvoir de Melita, utilisé pour l'intimider, ressemblait aux capacités d'un paladin, ce qui prouve qu'elle est la fille légitime de la famille Angel. Kufa demande à la momie de transmettre un message à son client, qu'il n'ose plus jamais toucher à Melita. Sur ce, il abandonne la momie et rejoint Melita, affirmant que c'est son père qui a donné l'alerte sur son enlèvement, lui permettant d'intervenir à temps. Melita est aux anges. Kufa en profite pour l'inviter à danser comme promis. Elle lui tend joyeusement la main, puis lui demande combien de temps il restera son professeur, car elle veut qu'il soit à ses côtés jusqu'à ses 18 ans. Kufa s'agenouille, lui promettant de rester à ses côtés aussi longtemps qu'elle aura besoin de lui. Ils commencent à danser. Bientôt, les cours reprennent et Hila s'accroche à Melita, ravi de les retrouver enfin réunis. Leurs tuteurs sont derrière eux. Rose s'accroche à Kufa qui, n'étant pas du genre à se laisser faire, la repousse gentiment. Il lui rappelle qu'ils sont censés être rivaux et que leurs clients n'apprécieraient pas de les voir ainsi, surtout la gouvernante Dila qui les suit comme une ombre maléfique. Ils se dirigent tous vers le château de verre où se tiendra une compétition inter-école. Alors que l'assemblée se rassemble, Melita demande à Ellie de l'accepter dans son équipe. Ellie hésite et avant qu'elle ne puisse répondre, la cérémonie débute. La directrice annonce le début du tournoi de sélection Luna, où les deux meilleurs élèves des deux écoles sœurs s'affronteront pour le titre de Luna, la demoiselle de la Lune. Les autres élèves suivront leurs cours habituels, tandis que les 4 candidates s'entraîneront jusqu'à l'épreuve finale, le dernier jour de la semaine. Bientôt, les filles de l'école B arrivent. Après la présentation de leurs candidates, les directrices dévoilent les noms inscrits sur le monument de verre. Tout le monde est choqué de voir Melita et Ellie désignés, mais les directrices confirment leurs noms. Les filles surmontent leur choc et se tiennent devant l'assemblée. La directrice leur demande de choisir leurs équipes. Melita, voyant les visages hostiles, perd espoir, mais Mirva se porte volontaire, suivie de Krista, une élève de 3e année qui aurait dû être la vraie candidate. Une fois les équipes formées, la directrice annonce le début du tournoi et isole le campus du monde extérieur par une barrière. Plus tard, les rumeurs courent que Melita a triché pour que son nom figure sur le monument. Elle pleure en expliquant à Kufa qu'elle est innocente. Il la serre dans ses bras, la réconfortant et lui promettant que même si le monde entier est contre elle, il la croira. Bientôt, Melita et ses coéquipières s'entraînent sous la houlette de Kufa. Pendant une pause, elle réalise qu'Ellie est bien plus puissante qu'elle. À ce moment-là, une fille de l'autre école vient la saluer, disant avoir beaucoup entendu parler des sœurs Angel. Elle encourage Melita à vaincre Ellie pour prouver qu'elle est digne de la branche principale de la famille Angel. Sur ces mots, elle disparaît dans le vent. Kufa arrive juste après, flairant un complot. Il surprend la femme de chambre d'Ellie rôdant sur le campus la nuit.
Elle panique quand Kufa la découvre et fait semblant de lui retirer un éclat de vitrail de sa robe. La femme de chambre panique, affirmant avoir été prudente pour ne laisser aucune trace. Kufa lui dit qu'elle est démasquée et appelle Melita et les autres pour leur annoncer que la domestique a mis leur nom dans la coupe de feu. Sur le monument de verre. La domestique, sans vergogne, déclare avoir fait ça uniquement pour monter les sœurs Angel l'une contre l'autre, afin qu'Ellie humilie Melita et prouve sa supériorité. Melita se défend, débitant son blabla habituel sur les liens et les sentiments, avant de promettre à la domestique qu'elle prouvera au tournoi qu'elle n'est en rien inférieure à Ellie. Plus tard, alors que Kufa quitte la chambre de Melita après l'avoir bordée, il remarque quelque chose tomber derrière lui. Il se retourne et découvre un origami noir, signe d'une lettre de sa guilde, les Chevaliers Blancs. Kufa se rend en forêt et y rencontre une autre force de frappe de la guilde, Black Media, qui ne communique que par lettres anonymes. Elle lui dit que le chef a trouvé son dernier rapport incomplet et veut savoir ce qu'il cache à propos de Melita. Maïdia menace de tuer Melita si elle découvre quoi que ce soit. Kufa l'attaque, affirmant qu'il ne laissera rien arriver à son élève. Il continue d'attaquer Maïdia, qui esquive facilement, puis dégaine son épée, lui disant que c'est une trahison et qu'elle le finira en premier. Kufa répond qu'il sert Melita et la protégera de tous. Tous deux libèrent de leur mana et s'attaquent, Maïdia utilisant des insultes dignes d'un joueur de Call of Duty pour déstabiliser Kufa. Cependant, elle a une surprise, Rose l'attaque. Entendant le bruit du combat, elle a trouvé Kufa aux prises avec une étrangère suspecte et a décidé de l'aider. Elle lance son disque sur Maïdia qui les bloque, puis lui tire dessus avec un Glock. Sa visée est pire qu'un Stormtrooper, elle rate sa cible mais dégaine une troisième arme. Rose est choquée de voir tout ce qu'elle peut sortir de son chapeau, mais Maïdia déclare alors qu'elle va les achever sur le champ. À ce moment, une foule arrive attirée par le vacarme. Et comme Maïdia souffre d'une grave condition appelée introversion, elle disparaît avant d'être découverte, non sans avertir Kufa qu'elle sera toujours derrière lui comme une ombre. Rose lui demande qui diable était cette fille. Il répond que c'est la plus forte des farceuses, capable d'imiter les capacités des 7 classes de mana de base. De son côté, Ellie rend visite à Melita et lui dit qu'elle compte perdre exprès pour que tout le monde la reconnaisse. Peu importe comment, elle veut rester avec sa sœur qui ne lui est en rien égale et cela blesse Melita. Pendant ce temps, Kufa et Rose informent la directrice de l'existence de Black Media et lui demandent au Zonziak de suspendre le tournoi. Elle répond que Dumbledore n'a pas suspendu le vrai tournoi des sorciers même avec Voldemort dans les parages, donc elle ne fera rien non plus. Le lendemain, Rose aperçoit Ellie déjeunant seule et lui demande si quelque chose s'est passé entre elles. Ellie ne dit rien, mais la domestique se plaint que Melita est inférieure à Ellie. Cependant, Melita a d'autres amis, comme Nerva, qui s'assied à côté d'elle, prétendant que c'était juste parce que la place était libre, bien sûr. Krista les rejoint aussi, taquinant les filles et égayant l'ambiance. Les jours passent, les filles étudient, s'entraînent et tissent d'eux des liens. La veille de l'épreuve, Kufa entre dans la chambre de Melita avec du lait pour lui donner des forces. Elle lui dit que le lait de son professeur est délicieux. Kufa lui demande alors si quelque chose s'est passé entre Ellie et elle. Melita lui révèle la vérité. Sa sœur veut perdre exprès. Elle explique que depuis leur enfance, Ellie l'adorait et l'admirait toujours. Mais Melita craint de ne pas avoir été un bon modèle pour elle. Kufa lui dit d'arrêter d'y penser et lui conseille de parler de ses sentiments à Ellie la prochaine fois. Le lendemain, l'épreuve commence. La directrice explique que ce sera une bataille royale entre les 4 candidates et leurs équipes et qu'elles devront voler les insignes de leurs adversaires pour gagner. Le campus entier sert de carte de bataille et les spectateurs ont reçu des jumelles magiques pour suivre le match de partout. Les 4 équipes prennent position, mais Kufa s'en va après avoir souhaité bonne chance à son élève, car il compte profiter de l'occasion pour s'occuper de Black Media. Melita et son équipe avancent et font face aux gardiens de verre qui ne les laissent entrer dans le château de verre qu'après qu'elles aient fait montrer leur mana. Elles pénètrent dans la salle d'assemblée où un sniper de l'équipe d'Ellie tire un coup de semonce. Une autre coéquipière d'Ellie les attaque par derrière et Nerva la bloque. Ellie s'avance aussi et Krista et Mirva disent à Melita de la combattre pendant qu'elle s'occupe car de ses coéquipières. Melita suit Ellie et elles arrivent dans le couloir central où elles activent leur mana d'or et d'argent avant de s'affronter. Melita demande à Ellie de révéler ce qu'elle ressent vraiment pour elle. Ellie la repousse, affirmant que Melita est la plus faible des deux. Ellie dit qu'elle a toujours fui le combat avec elle car elle ne voulait pas savoir à quel point sa sœur était faible. Elle attaque Melita qui esquive. Ellie déclare alors qu'elle est d'accord pour être la subordonnée car elle veut toujours rester sous sa sœur. Melita est soulagée d'entendre cela et juste au moment où Ellie allait l'achever, elle bloque son attaque et promet de la dominer complètement sur le champ de bataille. Les 2 filles préparent leur attaque ultime. Ellie affirme que Melita ne peut pas gagner en 100 ans, mais soudain, Melita tranche son épée et lui dit de répéter ce qu'elle vient de dire. Ellie tremble et Melita la transforme en punching ball, la clouant au sol, déclarant qu'elle sera la sœur aînée la plus forte quoi qu'il arrive.
Elle se met à pleurer en demandant à Ellie de compter sur elle et les deux filles se réconcilient avec émotion. Juste à ce moment, Nerva arrive et commente que ce serait dommage si quelqu'un gâchait leur joli moment. D'un autre côté, Koofa a retrouvé la fille qui a rendu visite à Melita plus tôt et il la soupçonne d'être Maedia déguisée. Il lui demande de lui remettre l'épreuve sur Melita qu'elle a dans son sac, mais la fille refuse. Koofa tranche le sac et la plaque au mur, mais c'est lui qui se fait avoir car la fille adore être dominée. Elle lui dit de faire ce qu'il veut d'elle, mais Koofa n'est pas un simplet et l'attaque. La fille bloque son attaque avec son épée et son mana sombre. Koofa recule immédiatement, il réalise que la fille a le pouvoir d'absorber le mana ennemi et Maedia ne peut pas imiter des classes d'un tel niveau. Il s'agenouille devant la fille et demande à connaître son nom. La fille se présente comme Mew, fille de l'une des 3 grandes familles nobles et détentrices de la classe Diabolos. Koofa s'excuse auprès de Mew puis s'enfuit. Elle est déçue qu'il n'ait pas fait ce qu'il voulait d'elle, mais exprime ensuite son soulagement car ses affaires sont toujours en sécurité. Koofa se précipite vers le château de verre, réalisant qu'il a fait une erreur depuis le début, et que Maedia doit être près de Melita en ce moment. C'est vrai car Maedia s'était déguisée en Nerva. Melita le réalise en remarquant que son mana est différent. Maedia reprend sa vraie forme et utilise son pouvoir pour créer une explosion géante qui fait s'effondrer le palais de verre. Melita et Ellie s'enfuient, mais Maedia les attaque par derrière. Melita est déterminée à protéger Ellie alors qu'elle affronte Maedia, bien plus puissante qu'elle, et la pousse dans ses retranchements. Elle n'a plus le temps de s'amuser et s'adresse aux filles pour leur dire adieu. Heureusement, les gardiens de verre la désignent comme une intruse et l'empêchent d'attaquer. Elle brise leurs épées et s'apprête à achever les filles, mais Koofa arrive en héros et les sauve. Rose arrive peu après, mais il n'a pas besoin de son aide. Il pousse Maedia dehors et la désarme. Il tranche sa robe, découvrant qu'elle est une garçonne à la taille plutôt compacte. Maedia, honteuse de sa défaite, dit qu'elle ne peut pas retourner à la guilde ainsi. Mais Koofa, généreux, lui donne un rapport supplémentaire pour le chef afin qu'il puisse juger. Plus tard, la chef de Skullby est couronnée Luna et Nerva est retrouvée inconsciente dans la forêt. L'incident avec Maedia est étouffé, mais Koofa a des doutes sur la gouvernante en chef, qui ne peut pas utiliser de mana et n'aurait donc pas pu entrer dans le château de verre. Stukul l'a aidé à changer les noms. Pendant ce temps, Mew et Sarah, une cadette de l'école B, discutent du tournoi. Mew se vante d'avoir un analyseur de mana dans son sac qui a collecté des données sur toutes les filles. Elle veut analyser le mana de Melita et l'offrir au frère aîné de Sarah, le chef de la famille Chicxulub, pour qu'il la remarque. Plus tard, Melita dit à Ellie qu'elle crée une nouvelle unité dont elle sera la chef, et Ellie invite. Ellie accepte joyeusement et les deux sœurs s'étreignent. D'un autre côté, Maedia est renvoyée à l'académie par son chef qui lui a dit d'y devenir instructrice pour surveiller Melita et Koofa de l'intérieur et elle n'en est pas ravie. Un jour, Melita se réveille et voit son professeur tenir son épée en bois au-dessus de son visage. Elle le salue et il la complimente, disant qu'elle devient plus consciente de son environnement, même en dormant. Elle n'est pas ravie qu'il tente de l'entraîner même pendant son sommeil, mais il lui demande de se préparer, car c'est le début de son voyage scolaire. Plus tard, alors qu'ils partent, Melita continue de réprimander son professeur, lui disant qu'il n'a aucune considération pour son espace personnel. Soudain, le supérieur de Koofa passe et lui tend une fiole de médicaments, lui demandant de l'utiliser avec prudence. Il est pris de court, mais Ellie et Rose les rejoignent. Rose, nerveuse, demande à Koofa de l'épouser. Les filles sont surprises par son désespoir. Elle leur raconte alors que son père lui a choisi un mari, mais qu'elle l'a refusé en prétextant avoir un amant. Koofa est le seul candidat pour le rôle de son faux petit ami et il accepte de l'aider aux grandes dames de Melita qui se sent un peu mise de côté. Alors qu'il marche vers l'école, Rose s'accroche fermement à Koofa, lui donnant toutes sortes de surnoms adorables, ce qui rend Melita si jalouse qu'elle s'accroche à lui aussi. À ce moment-là, la directrice de l'école arrive et s'emporte contre leur exhibition indécente devant toute l'école. Elle insulte Melita et Rose, puis salue poliment Ellie, disant qu'elle est tout l'opposé de sa cousine. Melita répond « Ok la vieille !» quand soudain une calèche s'arrête devant eux et un homme flamboyant en sort. C'est Blossom, le père adoptif de Rose, qui la met toujours dans l'embarras à cause de son comportement excentrique et un peu délirant. Ils entrent dans l'académie. Rose et Koofa expliquent aux filles que le quartier qu'ils visitent est le territoire de Blossom, un expert renommé en génie génétique. Blossom se tourne alors vers Rose et lui dit que pendant ce voyage, il compte organiser sa cérémonie de mariage. Elle répond qu'elle n'a pas l'intention d'épouser qui que ce soit, présentant Koofa comme son petit ami. Blossom est sur le point de sortir son fusil, mais quelque chose chez Koofa l'effraie. Il croit avoir déjà vu son visage. Il se calme et s'excuse auprès de Koofa, disant l'avoir confondu avec quelqu'un qui est mort maintenant. Il parle d'un massacre survenu il y a quelques années dans leur ville, dont le principal coupable était un garçon de 12 ans, au visage identique à celui de Koofa. Tout le monde est effrayé par l'histoire, mais la directrice dit qu'ils sont en retard et leur demande de se dépêcher. Alors que tout le monde suit la directrice,
Koofa dit à Melita qu'il ne rejoindra pas l'assemblée car il ne se sent pas bien. Elle lui demande si les paroles de Blossom et de la directrice l'ont affecté, mais il répond qu'il ne se soucie que de ce qu'elle pense de lui. Il part pour sa chambre et Melita ne peut s'empêcher de penser que quelque chose d'étrange se passe. Elle ne peut se concentrer sur l'assemblée et s'enfuit pour lui parler, mais elle croise alors Maedia qui agit maintenant comme professeur à l'académie sous une fausse identité. Elle arrête Melita et lui dit de retourner à l'assemblée, mais en s'approchant, Melita a un horrible flashback où un homme maudit le roi de glace au feu bleu infernal. Melita est surprise que la professeure n'ait pas entendu les voix qu'elle a entendues, puis soudain, elles entendent un cri venant de l'assemblée. Elles s'y précipitent et trouvent une fille effondrée sans raison apparente. Koofa arrive aussi peu après. Blossom prend les choses en main et présente sa dernière invention aux élèves. Il sort une éprouvette contenant une potion qui réagit à la moindre trace de mana et trouve le coupable de l'incident. Blossom verse la potion sur le feu qui se répand en brume sur l'assemblée puis revient pour teinter le feu en bleu. Blossom analyse le feu bleu et déclare que le coupable est un homme d'une vingtaine d'années. Tout le monde soupçonne immédiatement Koofa, qui déclare n'avoir aucun moyen de prouver son innocence pour l'instant. Le voyage scolaire continue et Koofa est autorisé à les accompagner. Melita s'inquiète pour lui, certaine que son professeur n'est pas impliqué dans l'accident. Le train traverse une région sombre avec une aurore permanente et des éclairs intermittents. Blossom dit aux filles effrayées que c'est la spécialité de sa région. Le train atteint bientôt la ville souterraine de Shangarda, pleine de toutes sortes de végétation grâce aux recherches assidues de Blossom. Tandis que Blossom explique les plantes aux filles, Melita ne cesse de fixer Koofa. Soudain, elle entend à nouveau la voix de l'homme et se demande ce qui se passe. Elle regarde autour d'elle et trouve un rocher qui semble être la source de la voix. Cependant, Koofa l'arrête juste avant qu'elle ne touche le rocher et lui rappelle de prendre ses médicaments contre la schizophrénie. Blossom leur dit aussi de reculer car il se tenait à un endroit mystérieux qui défie toute logique. Jusqu'à présent, il a découvert que c'est à cause d'un fort champ magnétique que l'endroit produit des phénomènes inexpliqués, mais rien d'autre n'est connu. À ce moment-là, un homme court vers Blossom et lui dit que quelqu'un est de nouveau tombé malade en ville. Ils atteignent la place de la ville où ils trouvent un homme atteint de la maladie qui transforme n'importe qui en machine à tuer sans cervelle. Blossom déclare que l'homme ne peut être sauvé et ordonne aux soldats de le tuer immédiatement. Les filles sont choquées de voir leur première exécution et même la directrice vient réprimander Blossom. Cependant, il déclare que ce n'était pas un meurtre, mais un acte de miséricorde, qu'ils ont permis à l'homme de partir avant de nuire à quiconque, car ils n'ont aucun remède contre la maladie. Plus tard, Rose emmène Koofa à l'église et lui demande pourquoi il a accepté de l'aider. Koofa est un peu perdu, mais une bande d'enfants accourt vers Rose. Elle explique à Koofa que ses enfants ont perdu leurs parents et que son père les a adoptés, tout comme il l'a adopté et élevé elle-même. Après un moment, Koofa retourne au logement et trouve Melita furieuse contre lui. Elle lui ordonne de lui mettre ses chaussettes et commande qu'il ne la voie même pas comme une fille, alors autant lui demander de l'aider à se changer. Koofa n'est pas d'humeur à supporter son caprice et lui demande si elle aimerait sortir avec lui. Le comportement de Melita change immédiatement et elle s'accroche à lui alors qu'ils explorent les tunnels de la ville pendant leur rendez-vous. Ils arrivent dans un endroit serein avec un lac scintillant et d'étranges formations rocheuses. Melita apprécie la vue, puis Koofa l'entraîne pour lui montrer le meilleur de cette grotte calcaire. Il saute de la falaise avec elle et étonnamment, ils commencent à voler au lieu de tomber. Ils virevoltent et dansent en apesanteur. Koofa explique que le champ de gravité zéro a été créé par de fortes forces magnétiques dans ce lieu mystérieux. Melita s'inquiète soudain et lui demande pourquoi il en sait tant sur cet endroit. Il répond qu'il est venu ici pour une mission il y a longtemps. Il retourne bientôt au logement. Koofa l'aborde et elle lui demande de l'emmener à nouveau en rendez-vous un jour. Elle s'excuse d'avoir été difficile et exigeante plus tôt, affirmant qu'elle ne veut pas que quiconque se rapproche de lui. Melita s'endort en marmonnant et Koofa lui caresse tendrement le visage, lui confiant qu'elle est la toute première personne à avoir ressenti de tels sentiments pour lui et qu'il est désormais complètement perdu, puis entend une voix lui demander du sang. Melina se réveille en sueur froide, se demandant le sens de ce rêve étrange et plongé dans un endroit bizarre plus sombre. C'est alors qu'il a au cœur même dans sa chambre et lui annonce qu'une autre personne a été attaquée par le criminel à la flamme bleue qui dépaisse ses victimes. Melina est choquée et ce sentiment s'intensifie décuplé quand elle réalise que Koofa n'est pas là. Les filles se rendent à l'église où l'incident a eu lieu et trouvent Blossom en larmes, pleurant sur les enfants de son orphelinat. Ils ont été attaqués et la directrice, en les examinant, affirme que leur force vitale a été aspirée exactement comme celle de l'élève qui s'était évanoui plus tôt. Elle demande à Melita ce que son tuteur en pense et celle-ci répond que Koofa a disparu depuis ce matin. Blossom est désormais certain que Koofa est le coupable et il ordonne à ses hommes de le retrouver et de le ramener. Tandis que la directrice raccompagne les filles, Melita s'éclipse pour chercher son professeur mais elle est surprise par Maedia. Elle a deviné que Melita voulait retrouver Koofa et prendre son parti
Mais elle trouve l'idée stupide. Cependant, c'est aussi une aventure, et elle décide d'aider Melita. Elles vont dans sa chambre où Maedia enfile sa tenue de combat, expliquant à Melita qu'elles doivent chercher les pointes mystères. Kufa lui avait parlé du nombre croissant de points mystères dans la ville au fil des ans, et lui avait aussi demandé de veiller sur Melita s'il lui arrivait quelque chose. Maedia enfile un uniforme scolaire pour passer inaperçu, mais une femme de chambre arrive et demande aux filles pourquoi elles ne sont pas en classe. Elles prétendent être un couple en pleine action entre filles en séchant les cours, ce qui rappelle à la femme de chambre sa jeunesse, alors elle leur donne du chocolat. Après ça, les filles partent chercher des infos sur les points mystères, et l'approche directe de Melita lui vaut une réprimande et un bonbon. Maedia dit qu'elle va leur montrer comment faire et emmène Melita chez une fleuriste, où elle commence à interroger la dame sur les variétés cultivées ici. Elle flatte la fleuriste, fan de Blossom, et parle de son rôle dans l'identification des points mystères. C'est ainsi que Maedia obtient toutes les informations qu'elle désire sur les points mystères, et elle se dirige vers leur première destination, le plus énigmatique d'entre eux, la maison tordue. Elles y entrent sans rien ressentir de spécial, bien que Blossom ait interdit à quiconque de s'en approcher. Maedia examine le bâtiment et réalise qu'il n'est pas le résultat d'un accident, mais qu'il a été construit ainsi dès le départ. Elle trouve une porte secrète qui mène à un escalier souterrain. Maedia avertit Melita que tout peut arriver en bas et lui dit de rester près d'elle. Elle ne cesse de répéter que cet endroit semble conçu pour dissuader les visiteurs, ce qui signifie que quelque chose de sinistre y est caché. Elles arrivent dans un donjon souterrain, et après avoir observé les laboratoires de recherche et les cages vides, elles découvrent l'horrible spectacle de personnes mortes enchaînées dans les cages. Maedia affirme qu'ils ressemblent à des citoyens de Shangarda, et de surcroît, ce sont les produits ratés d'expérimentation légale avec le facteur génétique nocturne, censé les transformer en lycanthropes. Melita est horrifiée, puis Maedia lui montre le bras d'un des cadavres qui portait le même accessoire que l'homme qu'elles ont vu mourir. Elle pense que Blossom est le méchant de cette histoire, qu'il répandait de fausses nouvelles sur les points mystères et les maladies pour kidnapper plus de gens pour ses expériences. Soudain, Melita entend de nouveau la voix de l'homme Hirsute, lui demandant de tuer des gens et de lui montrer du sang. Elle a une mini-migraine et craint alors que quelqu'un d'autre ne soit sur le point de mourir. Elle court dehors, se demandant comment elle peut savoir où l'accident va se produire. Elle se rend sur les lieux de l'accident où les gens affirment qu'un étudiant a été tué. Elle entre et trouve Ellie effondrée sur le sol et Blossom s'accrochant à Rose, blessée, pleurant qu'elle est morte. Melita est consternée et même la directrice n'a rien de plus à lui dire sur cet incident. Elle affirme que Melita n'a pas assisté à la séance d'entraînement et qu'Ellie était inquiète, alors elle est allée la chercher. Naturellement, Rose a accompagné son élève et elle a été attaquée par quelqu'un qui devait être sacrément fort pour la tuer. L'homme que Blossom a choisi comme gendre affirme que ce doit être Kufa et ordonne aux habitants de le trouver immédiatement. Blossom se lève, portant le corps de Rose, et prétend qu'il peut encore la sauver grâce au pouvoir de la science. Maedia lui rend visite et lui dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens au monde capables de vaincre une paladine comme Ellie et une guerrière aguerrie comme Rose en même temps. Melita lui demande de lui laisser un peu de temps seul avec sa sœur, et Maedia répond qu'elle peut prendre tout le temps qu'elle veut, car elle ne quittera pas sa chambre tant que la situation extérieure ne se sera pas calmée. Alors que Maedia part, Melita s'excuse auprès d'Ellie, pensant qu'elle avait été attaquée parce qu'elle était venue la chercher. Melita se demande ce que sa sœur essayait de lui dire plus tôt, et elle prend son épée en jurant de la protéger. C'est alors que Melita entend du grabuge dehors, et Krista arrive en courant pour lui dire de s'échapper. Elle dit que cette fois, Blossom a été attaqué et l'agresseur a volé le corps de Rose avant de s'enfuir. Le même mana de flamme bleue a été trouvé sur les lieux et maintenant toute la ville est à la recherche de Kufa, l'académie étant incapable de le défendre. Les gens cherchent la disciple de Kufa pour l'utiliser comme otage et Krista barricade la porte en disant à Melita de fuir. Melita s'échappe par la fenêtre, s'excusant auprès de tous ceux à qui elle a causé des problèmes. Elle est déterminée à aller au fond des choses pour venger Ellie et Rose et prouver l'innocence de Kufa. Elle atteint le rocher où elle a entendu l'étrange voix plus tôt et se souvient à quel point Blossom et Kufa avaient tous deux essayé de la tenir éloignée de cet endroit. Elle est certaine que ça cache quelque chose et utilise son mana pour détruire le rocher. Un tunnel secret s'ouvre et Melita s'y engage, suivant un petit ruisseau pendant longtemps jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par un squelette humain pris dans une toile d'araignée. Elle rampe sous le squelette et reprend son chemin, arrivant finalement à un bureau secret dans la grotte. Elle y trouve un document signé Blossom, puis ramasse quelques livres et parchemins au hasard, et grâce à la magie du scénario, il lui révèle tout ce qu'elle doit savoir. Les livres ne parlaient que de la recherche sur le facteur génétique Ignite, de son extraction des lycanthropes et de sa transplantation chez les humains. Elle apprend que Blossom faisait cela depuis longtemps, et il y a 7 ans, il a commis sa plus grande erreur lors d'une expérience. Soudain, Melita entend de nouveau la voix du type Hirsute qui prétend sentir quelqu'un s'être introduit chez lui. Il demande à Melita qui elle est et elle tire son épée en se présentant comme une paladine et demande à Hirsute qui il est et où il se cache.
Hirsute rit en entendant cela et dit qu'elle sera un précieux sujet de test. Et Mélita, effrayée, regarde prudemment autour du bureau à la recherche d'ennemis. Elle aperçoit soudain Rose revenue à la vie, mais la couleur de ses cheveux avait changé. Mélita l'appelle, mais cela s'avère être une grave erreur car Rose éveille une flamme bleue dans son œil gauche et s'approche de Mélita, disant qu'elle veut son sang. Elle agit comme une vampire insatiable et assoiffée de sang en marchant vers Mélita, qui regarde le mana de flamme bleue et demande à Rose si elle était la coupable de tout cela. Mélita heurte une table et trébuche, donnant à Rose la chance de réduire la distance. Rose suit aussi la voix d'Hirsute qui lui dit de se nourrir du sang de l'élève de cet homme. Au moment où Rose attaque Mélita, Kufa arrive de nulle part et la sauve. Il demande à Rose de se ressaisir et Hirsute l'appelle roi des glaces, le saluant avec les insultes les plus cinglantes connues de l'homme. Kufa s'en moque et sa véritable forme est révélée alors qu'il s'efforce de maîtriser Rose. Il lui dit qu'elle n'est plus une résidente des ténèbres et qu'elle doit utiliser ses souvenirs d'humaine pour maîtriser sa nature sombre. Ces mots ne la touchent pas et Rose s'échappe tandis que Hirsute dit à Kufa qu'elle a soif depuis 7 ans et qu'elle va maintenant se perdre dans ses instincts et devenir son subordonné. Kufa est déçu, et d'un autre côté, Mélita est terrifiée par son allure de bad boy. Il lui dit de ne pas s'approcher de lui et elle demande ce qui se passera si elle le fait. Kufa s'approche d'elle et la plaque au sol, disant qu'il va maintenant utiliser son pouvoir pour sceller ses souvenirs de lui au plus profond de son cœur pour qu'il ne soit plus jamais dérangé. Il affirme que ça ne fera pas mal du tout, mais qu'elle le verra comme un étranger une fois le processus terminé. Mélita proteste qu'elle ne veut pas ça, mais Kufa l'assure qu'il restera son tuteur privé, même si elle l'oublie. Il prétend que personne ne l'a jamais accepté sous cette forme et il a peur du regard que Mélita a dans les yeux en ce moment. Il s'excuse auprès d'elle, disant que sceller ses souvenirs est un acte égoïste de sa part. Mélita se lève et lui lance les mêmes mots qu'il lui avait dit, promettant d'être à ses côtés quoi que le monde en dise. Ayant appris du maître Riz lui-même, elle dit à Kufa de lui faire confiance en le serrant fort, lui disant que chaque partie de son corps est magnifique. Mélita l'embrasse soudainement, affirmant qu'elle l'aime vraiment, et Kufa s'inquiète car la gendarmerie le traitera toujours comme le coupable. Il dit à Mélita qu'ils sont différents, qu'il est un demi-lycanthrope et donc son ennemi naturel. Kufa raconte son histoire d'origine qui a commencé il y a 8 ans dans cette ville même. Un jour, l'orphelinat de l'église où il vivait a brûlé, gracieuseté de Blossom et de ses expériences illégales avec un facteur génétique nocturne. Blossom, qui pleurait la mort de ses enfants adoptifs, fut aidé par une araignée géante se nourrissant d'humains et le forçant à poursuivre ses expériences, même s'il prévoyait d'arrêter. Tandis que l'homme se querellait avec l'araignée, Kufa, qui était mort, se releva et ses cheveux devinrent d'un blanc éclatant. L'araignée remarqua qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'un demi-vampire vive si confortablement dans l'église, mais l'attention principale de Kufa était sur Rose, blessée, qui était aussi une orpheline comme lui. Pour lui sauver la vie, il but son sang et la transforma en vampire, et l'araignée lui demanda s'il allait aussi transformer la fille en monstre. C'est alors qu'un groupe de guerriers de la guilde des Chevaliers Blancs arriva et attaqua l'araignée. Cependant, l'araignée était bien plus forte et leur infligea une défaite cuisante, tuant 2 hommes et blessant leur chef. L'araignée dit à l'homme qu'il serait son prochain sujet de test quand soudain, Kufa attaqua sa tête et lui arracha les 2 yeux. L'homme saisit cette chance et fit quelques trous dans le ventre de l'araignée avant d'utiliser une balle puissante qui envoya le monstre directement sur la lune. L'homme aperçut alors Kufa penché sur Rose et lui demanda ce qu'il comptait faire. Kufa répondit qu'il scellait les souvenirs de la jeune fille à son égard afin qu'elle oublie d'être une vampire et que son envie de boire du sang serait supprimée. Il se tourna ensuite vers le soldat et lui demanda de laisser au moins Rose partir, promettant qu'il s'assurerait qu'elle ne ferait de mal à personne. En échange de sa vie, Kufa promis d'être le subordonné du soldat et il lui demanda s'il était d'accord pour que la fille l'oublie. Kufa versa des larmes en affirmant qu'il serait satisfait tant que Rose serait heureuse. Elle se réveilla et l'appela frère une dernière fois, et Kufa la réconforta en scellant ses souvenirs. Maintenant qu'il a fini de raconter son histoire à Mélita, qui est calmement assise sur ses genoux, il affirme qu'aucun endroit dans ce pays n'est sûr pour Rose en ce moment, et si elle est attrapée, elle et lui seront exécutés. Kufa demande à Mélita de promettre qu'elle n'en parlera à personne, et si elle rompt sa promesse, il lui sucera tout son sang. Mélita est troublée car elle se sent excitée et promet de garder le secret. Kufa a ensuite dit que l'araignée lycanthrope qui avait attaqué l'orphelinat il y a 8 ans était la coupable des incidents récents et tentait de rouvrir les souvenirs de Rose. Il ne peut pas croire que l'araignée géante ait survécu et travaillait encore avec son ancien partenaire, Blossom. Kufa pense que Blossom veut le pouvoir militaire, et c'est pourquoi il a choisi un fiancé pour Rose, afin de la transformer en une machine à bébé qui donnerait naissance à des utilisateurs de mana. Cependant, à mesure que ses vrais souvenirs et ses pouvoirs de vampire se débloquent, la véritable forme de Kufa apparaît également, et il doit se cacher pour que les gens ne se retournent pas contre lui.
Melita est furieuse en entendant cela et Kufa lui dit qu'il a un moyen de résoudre ce problème. Mais pour cela, il a besoin de l'aide de Melita. Il lui demande si elle est prête à risquer sa vie pour son plan et Melita répond qu'il peut prendre sa vie et sa virginité en prime. Bientôt, Rose est complètement guérie et elle est forcée d'épouser un étranger alors qu'elle n'est pas entièrement maîtresse d'elle-même. Au moment où Blossom est sur le point d'officialiser les vœux, Melita fait irruption dans l'église et soulève des objections concernant le mariage. Elle interpelle Rose en disant qu'elles sont toutes deux rivales pour l'amour de Kufa et qu'elle ne la laissera pas reculer maintenant. Rose semble avoir perdu la mémoire et essayer de se souvenir de Kufa lui fait mal à son petit cerveau. Pour la provoquer davantage, Melita déclare qu'elle a embrassé son professeur 2 fois sans se soucier des scandales de tabloïds qui feront la une de tous les journaux demain. En entendant ces mots, Rose retrouve ses esprits et tire ses armes pour régler ses comptes avec Melita. Elles activent leur mana, affirmant que leur force décidera qui aime le plus Kufa. Rose attaque la première et Melita contre son attaque avec un coup enflammé qui manque son adversaire mais met le feu à Blossom. Craignant le feu, une petite araignée saute de ses cheveux et Melita pointe son épée vers elle, affirmant qu'il mourra s'il ne riposte pas. L'araignée siffle en se transformant en humain et dit à Melita qu'elle est finie pour l'instant. Cependant, elle n'est pas déphasée et dit à tout le monde qu'il est le Lycanthrope qui a attaqué tout le monde. Le Lycanthrope se présente comme Nakwa et affirme qu'il a sous-estimé Melita. Alors que tout le monde essaie de l'affronter, il les repousse et s'enfuit par une porte cachée. Rose le suit et elle maudit Nakwa en se rappelant tout ce qu'il lui a fait faire. Elle a attaqué l'étudiant à l'académie, puis les orphelins à l'église, et même sa propre élève, Ellie. Cependant, alors que Rose tentait de boire le sang d'Ellie, ses instincts de professeur la submergèrent et elle résista à l'attaquer même si Nakwa l'encourageait. Nakwa n'aimait pas sa résistance, alors il tenta de la tuer, mais elle survécut d'une manière ou d'une autre. Rose confronte l'homme araignée, lui demandant s'il était aussi responsable de la catastrophe de son enfance et il lui attrape le coup de nulle part, affirmant qu'elle était bien plus dangereuse maintenant qu'elle avait retrouvé ses souvenirs. Il l'étrangle et elle crie plus fort mais commence alors à perdre ses forces. C'est alors que Kufa arrive pour sauver la situation et repousse Nakwa d'un coup de pied, lui disant de rester loin de sa sœur. Il dit à Rose de se réveiller et les pouvoirs de vampire cachés en elle s'activent. Kufa déclare qu'ils vont tuer Nakwa, mais celui-ci est très confiant et dit qu'il est en Araction, l'un des souverains des ténèbres, et qu'il ne sera jamais vaincu par eux. Il se transforme en sa véritable forme et Kufa saute pour le taillader, mais son attaque n'est pas assez puissante pour le pénétrer. Rose le soutient avec ses disques, puis attaque Nakwa pour le distraire. Ses attaques rapides brisent un rocher et envoient les débris voler vers l'araignée, mais il utilise sa toile pour les maintenir en place avant d'attaquer les 2 demi-vampires. Kufa et Rose esquivent son attaque, puis Rose rampe sous son ventre et le propulse vers le haut avec ses attaques. L'attaque envoie Nakwa voler juste au-dessus du point mystère en apesanteur et il ne peut plus bouger son corps, coincé dans les airs. Contrairement à lui, Kufa saute habilement et utilise un coup de poing pleinement chargé pour envoyer l'araignée voler et l'empale sur un rocher de forme opportune ou un éclair opportun le foudroie façon Pikachu. Nakwa a pris cher, mais il survit en utilisant sa capacité à désintégrer son corps en millions de minuscules morceaux. Il s'échappe par une fissure dans le sol et Rose craint qu'il ne revienne un jour, mais Kufa lui dit que ça n'arrivera pas. Alors que Nakwa entre dans l'église par le tunnel, il est accueilli par Melita et d'autres filles, prêtes pour une petite séance de désinsectisation. Les filles attaquent les minuscules araignées et les effacent de l'existence, tandis que Nakwa ne fait que crier pour qu'elles arrêtent. Dehors, Rose serre Kufa dans ses bras, affirmant se souvenir de tout ce qu'elle avait oublié de lui. Il semble sombre et sort presque le médicament de sa poche, mais se ravise. Kufa se tourne vers Rose et d'une légère tape sur ses marques de morsure, il l'immobilise. Il lui dit ensuite que ses souvenirs seront scellés une fois de plus, car c'est le seul moyen pour elle de rester dans la société. Il utilise son pouvoir pour sceller ses souvenirs et Rose pleure, disant qu'elle ne veut pas ça et qu'elle veut passer son temps avec son grand frère. Kufa l'assure qu'il sera toujours près d'elle et veillera sur elle, et sur ce, elle perd ses souvenirs de lui. Pendant ce temps, Blossom est dans sa man cave, gémissant devant le cadavre de la femme, quand soudain Kufa apparaît derrière lui. Il spécule que c'est le cadavre de la femme de Blossom et qu'il a déjà commencé à se transformer en Lycanthrope maintenant que le pouvoir de Nakwa n'arrête plus ce processus. Kufa devine que la sauver était la raison pour laquelle Blossom a fait un pacte avec l'araignée et il se met à pleurer, affirmant qu'il n'avait pas le choix. Kufa parle de son enfance quand lui et sa mère étaient persécutés dans cette ville et semblaient destinés à mourir sans abri. À cette époque, Blossom les a recueillis et a même veillé sur la mère de Kufa sur son lit de mort. Blossom prétend qu'il les aidait juste sur un coup de tête et Kufa sort la fiole de sa poche, déclarant que c'est un médicament qui convertira un Lycanthrope partiel en un humain normal. Il dit que celui-ci est pour toutes les faveurs que Blossom lui a faites, puis procède à verser ce médicament dans la bouche de la femme, la réanimant. Tandis que Blossom serre sa femme dans ses bras, qui commence à ressembler à nouveau à un être humain, Kufa s'en va, disant au revoir à son père adoptif.
Après cela, les étudiants retournent à l'académie, bavardant sur la façon dont Blossom s'est rendu aux autorités et a revendiqué l'entière responsabilité des incidents récents. Ellie a retrouvé ses esprits et elle veut savoir ce qui s'est passé pendant qu'elle était inconsciente. Melita refuse de lui dire quoi que ce soit et Ellie envoie le monstre à Chatouille lui rendre visite pour découvrir la vérité. Pendant ce temps, Kufa est assis seul, pensant à ce qui s'est passé, et Rose est assise en face de lui, essayant de comprendre pourquoi elle ne se souvient de rien de son séjour en ville. Il lui demande si elle n'aurait pas dû rester dans sa ville natale pour aider sa famille, mais Rose pense que sa mère peut très bien s'en occuper. Elle dit ensuite à Kufa qu'elle a toujours eu un rêve depuis l'enfance. Elle voulait rencontrer quelqu'un d'important qui passait beaucoup de temps avec elle, mais elle ne pouvait pas se souvenir de lui. Alors elle a rejoint la Légion Crest pour devenir célèbre, afin que cette personne la trouve à la place. Alors que Rose parle joyeusement de cela, Melita vient s'asseoir à côté de Kufa, disant à Rose de rester loin de lui maintenant que leur fausse relation est terminée. Rose n'est pas du tout ravie de la situation et Melita, histoire d'en rajouter une couche, lui rappelle qu'elle a déjà embrassé Kufa à 2 reprises. Le pauvre passe le reste du trajet à subir les chamailleries incessantes des 2 jeunes filles. Peu après, les cours reprennent et le professeur interroge les élèves sur les 7 classes fondamentales, leurs atouts et leurs faiblesses, devant l'ensemble des autres classes. Melita, toujours prête à faire du zèle, tente de réciter la page Wikipédia entière sur le sujet, tandis que Kufa l'observe de loin, pensant qu'elle a drôlement mûri ces derniers beaux temps. Cependant, il sait pertinemment que beaucoup ne voient pas d'un bon œil l'ascension fulgurante d'une ancienne ratée. Bientôt, la directrice annonce qu'avant la fin de l'année, il y aura un événement final appelé l'examen de la chèvre de Vibria. Melita et il sont perplexes face à ce nom étrange et Kufa leur explique qu'il s'agit d'un labyrinthe géant situé sous la partie centrale de leur colonie, abritant la plus grande bibliothèque de tous les temps avec des milliers d'années d'histoire humaine. L'examen est réputé difficile et dangereux, mais ceux qui le réussissent obtiennent leur licence de bibliothécaire et peuvent explorer la bibliothèque de la chèvre de Vibria pour y dénicher des fragments oubliés du savoir humain. Cependant, seuls les élèves de 2e année et plus peuvent s'inscrire, rendant tout cela inutile pour Melita, du moins c'est ce qu'il prétend. C'est alors que la directrice arrive et demande aux 2 jeunes filles si elles souhaiteraient passer l'examen cette année. Kufa objecte qu'elles ne sont que des élèves de 1re année, mais la directrice rétorque qu'elles étaient les candidates Luna de cette année et pour prouver que leur sélection n'était pas une erreur, elle veut qu'elles fassent leurs preuves lors de cet examen. Pendant ce temps, Miu et Sarah présentent leur rapport du tournoi Lunette à leur académie et à leur faction noble. Miu affirme que le mana de Melita était très différent de celui d'Ellie, ce qui convainc l'assemblée que la mère de Melita a bel et bien fricoté avec d'autres hommes. Ils sont désormais certains que Melita n'est pas une enfant légitime de la maison Angel et le chef de leur faction, le frère aîné de Sarah, suggère de proclamer cette nouvelle à toute la société noble. Tout le monde approuve immédiatement cette proposition, mais l'homme aux cheveux roses souhaite trouver un moyen de convaincre le grand public de cette nouvelle. Mu prétend avoir la solution à ce problème et sort un ancien livre appelé le Codex d'Anders, découvert à Vibriagoat. Elle affirme qu'ils peuvent utiliser ce livre pour mettre en lumière les origines douteuses de Melita, et l'homme rose en est ravi. Il déclare qu'avec ce document, ils feront tomber la maison Angel, puis mèneront une révolution qui les établira comme les nouveaux dirigeants de ce monde. Après le départ de tous, Sarah s'inquiète pour Melita, mais son frère lui assure qu'il agit pour son bien. Il prétend que de nombreuses menaces planent sur Melita en ce moment, et qu'ils doivent agir pour mettre fin à la misère de la pauvre fille. Sarah, dont le QI doit être à température ambiante, pense que son frère hypocrite dit la vérité et elle le croit donc. L'homme rose offre à Sarah un stylo plume spécial, réputé avoir appartenu à un ancien bibliothécaire de Vibriagoat et espère que cela lui donnera un peu de courage. De retour à l'académie, Melita et Kufa découvrent une véritable agitation en entrant sur le campus le lendemain. Un homme masqué très suspect se tient devant la directrice, affirmant qu'il n'est pas du tout suspect et qu'il est juste là pour rencontrer sa fille. Il regarde autour de lui, aperçoit Melita et se précipite immédiatement vers elle, l'appelant sa fille. Melita est sidérée alors que tout le monde commence à potiner sur sa famille Angel et l'homme masqué prétend que la famille Angel est une bande de démons qui lui ont volé sa femme et son enfant. Il s'approche d'elle mais Kufa brandit son épée pour le tenir à distance. L'homme masqué s'avère être un gymnaste de cirque et s'éloigne en faisant des roues. Il déclare que le petit ami de sa fille est bien trop violent et qu'il ne l'acceptera jamais. L'homme masqué jette son chapeau puis disparaît en un éclair, laissant Melita désemparée. La nuit, Kufa reçoit un message codé indiquant que Melita est en danger et il rédige une réponse énigmatique demandant de l'aide. Après cela, il rend visite à Melita pour son examen corporel de routine et il est tellement perdu dans ses pensées qu'il finit par copier un sentiment. Melita demande à Kufa s'il est inquiet de ce qui s'est passé le matin et il affirme qu'il a toujours craint que quelqu'un ne propage des rumeurs s'il découvrait sa classe de mana. Il pense que ce clown face voulait juste calomnier la famille Angel et Melita convient que l'homme n'avait aucun lien avec sa mère. Kufa dit que l'ennemi aura d'autres tours dans son sac pour elle et Melita veut savoir si elle peut faire quelque chose. Il décide de lui donner son propre test et lui demande de prendre l'examen de la chèvre de Vibria au sérieux et de le réussir.
Melita est déconcertée car l'examen est surtout réputé dangereux et difficile, mais Kufa affirme que si elle le réussit, cela montrera au public ainsi qu'à ses ennemis qu'elle est prête à les affronter. Melita lui demande ce qui se passera si elle échoue à l'examen et Kufa, avec un petit sourire en coin, lui dit qu'elle aura droit à sa punition spéciale dans ce cas. Cela l'excite et elle, à son tour, lui demande une récompense spéciale si elle réussit le test. Kufa promet de satisfaire toutes ses requêtes si elle réussit l'examen. Bientôt, le jour de l'examen arrive et les filles suivent la directrice jusqu'à la porte de la bibliothèque. Elias rejoint Melita et elles sont toutes deux déterminées à réussir l'examen, mais Shiza leur dit de ne pas trop forcer. Elles se tiennent sur l'ascenseur magique et Kufa dit à Melita qu'il l'attendra avec de bonnes nouvelles. La directrice active l'ascenseur qui commence à descendre progressivement et Melita continue de tenir la main de son professeur jusqu'au dernier moment alors que la porte se referme sur elle. En descendant, la directrice donne aux élèves quelques instructions de base. Elle leur dit de se rendre dans leurs repères assignés et de terminer les missions qui leur sont confiées avant que le temps ne s'écoule. Elle explique que les fantômes des anciens bibliothécaires hantent la chèvre de Vibria et qu'ils deviennent furieux si une personne non autorisée tente de voler les livres. Elle les avertit que les fantômes des niveaux inférieurs sont plus puissants et qu'ils ne devraient donc pas s'y aventurer. C'est alors que l'ascenseur s'arrête brusquement, bien que le premier niveau soit encore loin. Soudain, des tentacules sortent des murs de l'ascenseur. Et je crois que nous savons tous où cela va nous mener. Les tentacules brisent de l'ascenseur et attaquent les filles, et Melita s'accroche à Ellie. Dehors, Kufa et Rose sont en attente lorsqu'une nonne arrive et panique en apprenant que la directrice est partie. Elle s'exclame qu'un invité important est arrivé, et puisque la directrice n'est pas là, Kufa devrait être celui qui le rencontre. Il est pris de court, mais demande ensuite qui est l'invité, et apprend qu'il s'agit du père officiel de Melita, le duc Felgus Angel. Kufa va immédiatement saluer Felvis et l'informe que Melita et Ellie ont commencé l'examen de certification de bibliothécaire et qu'elles sont sérieuses quant à sa réussite. Felvis affirme que Melita n'a pas besoin de passer l'examen et présente la lettre pour la retirer de l'académie, demandant à Kufa de la ramener immédiatement. Kufa le prie d'arrêter et lui demande pourquoi il obstrue son chemin maintenant, et Félix ramène le clown face dans la conversation. Il affirme que mettre Melita sous les feux des projecteurs allait toujours nuire à leur famille, et maintenant il veut y remédier. Il dit même à Kufa qu'il sera bientôt relevé de ses fonctions. Kufa le supplie de laisser Nalita étudier ici une année de plus, car il peut promettre des résultats solides d'ici là, mais Feldis n'est pas intéressé. Il déclare que peu importe le potentiel que Kufa voit en la jeune fille, elle ne réalise pas ses propres capacités. Cependant, lorsque Kufa déclare qu'il connaît sa meilleure élève et demande une dernière chance, Felgus semble y réfléchir. C'est alors qu'une autre nonne entre dans la pièce avec une lettre portant un sceau de serpent, affirmant qu'elle est arrivée au bureau de la directrice. Felgus reconnaît que le sceau appartient à la guilde Grimfis et il ouvre immédiatement la lettre qui contient un haïku cryptique au dos, laissant entendre que les filles qui sont allées à la bibliothèque sont en danger de mort. Dans la bibliothèque, les tentacules n'emportent que Melita et Ellie loin du groupe et les amènent à un étage inconnu. Elle s'inquiète pour les autres et pour le remplacement aussi, mais Ellie remarque que le verre dur a commencé à fonctionner, ce qui signifie que leur test a commencé. Les filles décident de mener à bien leur mission sans même réaliser à quel étage elles se trouvent. Melita se souvient qu'elles étaient censées être au 5e niveau, qui n'est pas si dangereux, mais soudain, les fantômes des bibliothécaires les attaquent. Melita et Ellie activent leur mana et se mettent en position de combat pour affronter les deux fantômes. Les fantômes continuent de les attaquer et les filles sont forcées de seulement esquiver et bloquer. Sue et Melita commencent leur contre-attaque et frappent le fantôme dans une étagère avant de le frapper avec son épée. La maniaque du combat en elle s'éveille et elle commence à s'amuser. Elle imite ce que Kufa ferait dans cette situation et pense que tous les aspects de son style de combat l'ont imprégné. Elle continue d'attaquer le fantôme et finit par l'exorciser. À ce moment-là, Ellie avait également réglé son compte à son ennemi et les filles se tapent dans la main pour célébrer leur victoire. Elles sont remplies de confiance, persuadées de pouvoir réussir l'examen même sans la directrice et décident d'aller de l'avant. Cependant, Ellie remarque que leurs armes sont en piteux état après un seul combat et elles se portent la poisse en disant qu'elles ne pourront pas gérer plus de 2 fantômes à la fois. Soudain, des fantômes apparaissent tout autour d'elles. Et peu importe à quel point je suis nul en maths, je peux affirmer qu'ils sont plus de 4. Les filles tremblent alors que les fantômes se rapprochent d'elles, puis soudain, un ouragan les entoure et se débarrasse de tous les fantômes d'un coup. Melita se demande ce qui s'est passé, mais elle lève les yeux et voit de l'aide arriver. Mew et Sarah, les traîtresses, sont là pour faire semblant de sauver les filles. Mew affirme qu'elles sont également là pour l'examen de certification de la bibliothèque et suggère qu'elles 4 puissent passer l'examen ensemble. Melita dit que ce n'est peut-être pas autorisé, mais Mia répond qu'il n'y a personne pour les surveiller, alors c'est parfait. Elle parvient à convaincre Sarah et déclare ensuite que les 4 filles des 3 grandes maisons ducales entreprennent leur première quête conjointe. Melita et Ellie sont également enthousiastes à l'idée.
Mia sort un livre magique qui agit comme un GPS et leur dit qu'elles sont au 2e niveau et qu'elles devraient attendre de prendre les escaliers pour atteindre le 5e niveau où leur test aura lieu. Melita est surprise d'apprendre l'existence de textes magiques qui fonctionnent à l'intérieur de la bibliothèque, mais Mew lui dit que ces livres ont une utilisation limitée. Elle explique que les textes magiques ne sont qu'un des nombreux moyens de maintenir les intrus dans la confusion au sein de la bibliothèque. Elle tend un livre à Melita, qui le trouve écrit dans une langue étrange, et Mew explique que sans la licence de bibliothécaire, elles ne peuvent pas le lire. Sarah loue Mew, disant qu'elle vient d'une famille de chercheurs et de bibliothécaires, et Ellie remarque qu'il est injuste qu'elle sache tout de cet endroit, même si c'est sa première fois. Mew sent la pression de son regard et change de sujet, affirmant qu'elles peuvent utiliser le texte magique en prononçant le mot-clé magique « Il était une fois ». Elle exhorte Melita à l'essayer et alors qu'elle prononce le mot-clé, une brume l'entoure et elle se transforme en une robe de Cendrillon. La magie a fonctionné sur tout le monde et Mew explique qu'elles ont été bénies par le pouvoir des contes de fées. Elle explique que Melita est Cendrillon, elle a donc une protection divine. Ellie est le petit chaperon rouge et elle a la sauvagerie d'un grand méchant loup. Mew affirme que son propre pouvoir est celui d'Aladin et qu'elle peut utiliser la magie du génie un total de 3 fois. Cependant, Sarah a tiré le mauvais numéro et a été transformée en petite sirène et elle est bien plus réussie que le film en prise de vue réelle, il faut l'avouer. Les 3 gloussent de jalousie car elle est la seule à avoir des formes décentes, alors elles s'amusent un peu avec elle jusqu'à ce que la magie du livre s'épuise. Ellie leur rappelle qu'elles doivent se dépêcher avant la fin de l'examen et les filles se dirigent vers la salle d'examen. Elles trouvent un livre de tâches au centre de la pièce qui leur demande si elles sont prêtes à passer l'examen. Sur affirmation, il donne aux filles la tâche de réparer et d'organiser méthodiquement les livres dans la pièce. L'amoncellement de livres est assez énorme, mais ce n'est pas le seul défi auquel elles sont confrontées. Un lutin magique mangeur de livres sort de la pile et elles doivent le vaincre pour réparer les livres. Melita se charge de la tâche et tranche immédiatement le lutin, réparant le livre. Cependant, il est trop tôt pour célébrer car les lutins sont cachés dans tous les autres livres. Ils sortent tous en même temps et Melita demande à ses amis d'arranger les livres pendant qu'elle s'occupe d'eux. Les 3 qui ont choisi le travail le plus facile peinent également car les livres refusent de se ranger sur les étagères. Ellie parvient à placer son livre et Mew y cherche des indices et découvre que c'est comme résoudre un puzzle. Mew demande à Melita de lui faire gagner du temps pendant qu'elle résout le puzzle. Tandis que Melita traque les lutins et que les autres filles essaient d'arranger les livres, Mew décode le puzzle. Elle ordonne à Ellie et Sarah d'arranger les livres pendant que Melita s'occupe toujours des lutins. Bientôt, le dernier livre est également réparé et Sarah donne un coup de pouce à Melita pour qu'elle puisse sauter et placer le livre à sa place. Mew lui lance le livre et Ellie empêche les lutins de l'atteindre. Sur ce, Melita place le livre et les lutins restants implosent. Melita tombe, mais Sarah utilise ses pouvoirs de nameur pour la sauver et les filles célèbrent leur victoire. Soudain, 4 livres se mettent à briller et se transforment en preuve que les filles ont réussi leur examen et il ne reste plus qu'à retourner dans le monde extérieur à temps. Mew demande alors à Melita et Ellie pourquoi elles sont si désireuses de réussir l'examen et elle réfléchit un instant avant de répondre qu'elle veut être reconnue comme l'enfant de la famille Angel et réussir le test donné par son professeur. Mew dit à Melita que même si elle réussit l'examen, cela ne prouve pas réellement qu'elle est l'enfant de la famille Angel. Melita est prise de court, mais Hila s'avance pour la défendre et Mew s'excuse d'avoir dit des choses inutiles. Après cela, elle demande au groupe de le suivre dehors, mais Sarah vole le livre de Melita et refuse de le rendre. Mew la plaque contre le mur et lui demande de rendre le livre, mais Sarah déclare que cet examen est un piège. D'un autre côté, les élèves plus âgés ont également terminé leurs examens et ont retrouvé la directrice. Elle leur dit que les tentacules qui ont détruit l'ascenseur ont été créés à partir d'un ancien texte magique et elle promet de mener une enquête après leur retour à l'académie. Krista s'inquiète pour les premières années, mais la directrice affirme qu'elles doivent atteindre l'académie et appeler des renforts pour les rechercher. C'est alors que 200 silhouettes arrivent et elles affirment que personne ne s'échappera vivant de cet endroit. La directrice devine qu'ils sont les coupables de l'incident et avec Krista, elle les affronte. Cependant, les 2 hommes ne sont que des marionnettes zombies et leur contrôleur se montre après leur défaite. Le vieil homme, tel un sorcier, salue la directrice et se présente comme un apôtre de la guilde Grimfis, un lycanthrope artificiel et un nécromancien. La directrice lui demande pourquoi il cible ses élèves et il répond que les morts ne racontent pas d'histoire. Il invoque d'autres de ses sbires qui attaquent les filles et alors que la directrice tente de les sauver, elle est poignardée dans le dos. Elle est à genoux et jure de protéger ses élèves, même au prix de sa vie. Le nécromancien exauce ses vœux et ordonne à ses sbires de les attaquer, mais Kufa arrive au dernier moment et sauve la situation. Il tranche tous les zombies, et alors que le nécromancien en appelle d'autres, ils subissent également la même fin brutale. Kufa réduit ensuite le nécromancien en chair à pâté, et le reste des zombies perdent leur pouvoir. La directrice s'effondre au même moment et 2 filles s'excusent auprès d'elle car elles ont lu le texte magique qui a fait apparaître les tentacules. Elles affirment que leurs parents leur ont ordonné de le faire, mais elles n'ont jamais su que cela tournerait ainsi.
Cependant, le danger n'est pas encore écarté et le nécromancien évolue en Gigatchin mort-vivant après sa mort. Il ordonne à ses serviteurs de venir à son aide et Kufa se prépare à l'action à nouveau. Il soutient la directrice alors que tout le monde court vers l'ascenseur. Mais le Gikashin apparaît là et invoque les fantômes de la bibliothèque pour les attaquer. Kufa charge, défiant qu'il ne peut pas faire face aux fantômes sous sa forme humaine. Il veut utiliser son pouvoir de vampire, mais son cœur hésite car il ne veut pas révéler ce secret car cela le séparerait de Melita. Cependant, l'aide arrive juste à temps alors que Kufa et les élèves sont protégés par une cage faite de bandages. La momie, qui est maintenant devenue le subordonné de Kufa, vient l'aider et étrangle Gigatchin pour arrêter ses pouvoirs surnaturels. Le mort-vivant le maudit, mais la momie écrase ses os avec son pouvoir et les réduit en poussière. Après cela, Kufa remercie la momie, qui dit qu'il a besoin de lui en vie afin qu'il puisse mener à bien leur plan. Les filles ont peur de lui car elles sentent qu'il est un lycanthrope, mais Krista le remercie d'avoir sauvé leur vie. La momie rougit au premier compliment qu'il a reçu de toute sa vie, puis procède à dire à Kufa que le danger n'est pas encore passé. La lettre envoyée au bureau n'avait pour but que de faire en sorte que Kufa se rende à la bibliothèque et laisse l'académie sans surveillance. Guild Greenfist prévoit de lancer une attaque à grande échelle sur l'académie et de tuer tous les étudiants qui ont été témoins du masque de clown se faisant passer pour le père de Melita. Kufa pense qu'ils ne réussiront pas car il a laissé son équipe B là-bas qui a déjà réglé leur compte aux assaillants. C'est alors que le patron de Kufa arrive et il se tourne vers la momie et lui demande s'il veut rejoindre leur guilde. Il refuse son offre et dit qu'il n'est intéressé que par le partage d'informations. En échange de l'apprentissage de la méthode pour convertir un lycanthrope en humain, il promet au patron d'agir comme un espion et de lui signaler toute activité criminelle. Il accepte cet accord et se tourne ensuite vers Kufa, lui disant qu'il a reçu des informations sur une entrée non autorisée dans la bibliothèque et que l'une des 3 grandes familles, la famille Shiksal, est derrière cela. Il charge Kufa d'enquêter et celui-ci court retrouver Melita, craignant qu'elle ne soit en danger. Aux étages inférieurs, Melita demande à Sarah ce qu'elle voulait dire par « l'examen est un piège » et Aimee lit le livre pour découvrir qu'elles ont réussi l'examen de 5e année au lieu de la 6e. Elle réalise donc que Mew et Sarah les ont trompées et leur demande pourquoi elles ont fait cela. Cependant, alors que les fantômes de la bibliothèque s'envolent, Mew en profite et vole le livre de Melita à Sarah. Elle sourit en lisant que la classe de Melita n'est pas paladin, mais samouraï. Elle s'enfuit, disant que cette information doit être transmise à l'homme rose, et Sarah propose d'aider Melita à la suivre avec sa magie de vol. Melita finit par coincer Mew et la plaque au sol, lui demandant pourquoi elle l'a trompée alors qu'elles étaient censées être amies. Mew la caresse et répond qu'elle l'a fait parce qu'elle l'aime bien. Elle utilise soudain le mot-clé et active le pouvoir de tous les textes magiques qui se trouvent près d'elle. Alors que les pages les entourent, Sarah dit à Melita de s'éloigner, mais il est trop tard et une lumière violette brillante les engloutit. Melita fait un rêve alors qu'elle est aveuglée par les lumières. Dans le rêve, elle se souvient des personnes qui ont refusé d'être ses instructeurs parce qu'elle l'a trouvée incompétente et comment Kufo a été le premier à accepter ce rôle. Soudain, son rêve prend fin et elle se retrouve dans un endroit étrange et brumeux, vêtue d'une tenue de soubrette. Mew l'accueille dans la salle d'audience illusoire et lui dit de bien se tenir car le spectacle principal est sur le point de commencer. La brume se dissipe et Melita se retrouve soudain dans un faux tribunal avec des invités masqués et Pinkman en juge. Le procès commence et Melita n'a toujours rien compris. Mew explique que Pinkman est le juge et le cerveau de cette machination et que sous ses ordres, elle a piégé Melita et les autres. Melita comprend enfin et refuse de se prêter à leur mascarade car elle doit passer son examen de bibliothécaire, mais Pinkman lui dit qu'elle ne peut pas partir, la traitant de fausse fille de la famille Angel. Il ordonne de commencer l'enregistrement et elle active le codex d'Andrew, disant à Melita de faire attention à ses paroles car tout sera consigné dans ce livre. Pinkman ouvre la séance déclarant que le crime de Melita est de ne pas être la vraie fille de la famille Angel et d'avoir trompé le pays pendant 13 ans. Il prétend qu'un homme se présentant comme son vrai père est apparu, et comme sa classe est samouraï, il est facile de prouver que sa lignée est douteuse. Melita rétorque que dans certains cas, on n'hérite pas des classes de haut rang, même en étant né dans des familles nobles. Cependant, Pinkman la coince en lui demandant pourquoi elle a soudainement manifesté son mana à 13 ans. Melita hésite à répondre et la foule s'emballe, la déclarant coupable. Ils disent que Luletia Toutitz, que la mère de Melita a trompé Phelbus juste parce qu'il était trop occupé par son travail et ne lui accordait aucune attention. Ils l'insultent encore plus et Melita ne peut plus contenir sa rage. Elle hurle à tout le monde d'arrêter et affirme se souvenir clairement à quel point sa mère les aimait, elle et son père. Elle fait taire les détracteurs, déclarant qu'elle rejoindra la Légion du Blason et prouvera sa valeur en tant que fille de la famille Angel. Pinkman dit qu'il lui fera prouver sa valeur sur le champ et ordonne à Sarah d'attaquer Melita. Sarah est entièrement sous son contrôle et attaque Melita malgré ses supplications. Melita esquive son attaque et Ellie lui tend son épée. Alors que Melita et Sarah se font face, Mew empêche Ellie d'intervenir.
Sarah dit à Melita d'arrêter de résister et promet d'en finir paisiblement avec elle, mais Melita répond que sa classe de samouraï ne doit pas être sous-estimée. Elle met la pression sur Sarah qui utilise sa capacité de vol et prend de la hauteur avant de faire pleuvoir des lances sur Melita. Melita continue d'esquiver l'attaque tandis que Miu commente qu'elle n'a aucune chance de gagner contre la classe de dragon de Sarah. Si elle subit une défaite écrasante face à une fille de famille noble du même âge, il sera prouvé qu'elle est indigne de son nom de famille. Ellie se souvient de ce que Melita lui a dit sur Miu, qu'elle était jolie et gentille, et la déteste viscéralement pour être une menteuse pathétique. Elle décide de lui faire face et de protéger Melita des fausses amies comme elle. Pendant ce temps, Melita doit continuer d'esquiver la pluie de lances de Sarah tout en essayant d'atteindre son niveau. Tout le monde pense que Sarah domine, mais Pinkman pense le contraire et se demande comment Melita peut être si forte. Soudain, elle trébuche et Sarah se précipite, voyant une chance d'en finir, mais elle se fait piéger quand Melita s'écarte au dernier moment pour écraser ses ailes de talon. Tout le monde est stupéfait que Sarah est perdue et Melita fait entendre aux détracteurs qu'elle est fière d'être une samouraï. Elle dit qu'elle a quelqu'un qu'elle admire et qu'avec lui, elle prouvera sa valeur. Les gens commencent maintenant à croire que Melita est vraiment la fille du duc et qu'ils ont commis une trahison en la capturant. Voyant l'opinion publique changer, Pinkman sort sa dernière carte pour effacer toutes les preuves contre lui et active le stylo plume qu'il a offert à sa sœur. Le stylo tombe de la poche de Sarah et une seule goutte d'encre tombe au sol, se transformant en un immense trou noir. L'encre se transforme en un dragon géant et tire une boule de feu sur Melita. Cependant, Sarah redevient elle-même et lui sauve la vie. Mia remarque que c'est le pouvoir d'un stylo plume alternatif qui peut réécrire les effets des textes magiques. Le trou noir continue de grandir et engloutit certains invités, tandis que les autres s'enfuient. Melita ne peut pas rester les bras croisés et compte en finir avec le dragon d'encre malgré l'opposition de Sarah. Miu et Illy les rejoignent également et décident de combiner leurs pouvoirs pour arrêter cette folie. Elles laissent d'abord la foule s'échapper et la vieille dame qui arrive en dernière dans la course à la survie s'avère être la gouvernante d'Ellie. Melita n'est pas vraiment choquée de la voir et décide de la laisser partir avec les autres conspirateurs. Cependant, au moment où les filles doivent partir, la porte se ferme et le visage du clown apparaît au centre du jardin. Il utilise son pouvoir pour transformer ce royaume en cage, puis dit aux filles que c'est l'heure de l'événement final. Il a maudit le démon masqué et le charge pour venger sa sœur. Mais il éclabousse une substance noire sur son épée qui commence à l'éroder. La mascarade repousse Illy d'un coup de pied et Melita la sauve, mais il compte en finir avec elle maintenant. Il envoie la substance noire vers Melita, mais Kufa arrive au dernier moment et tranche l'attaque, transformant l'encre en eau. Melita est soulagée de le voir et Kufa promet qu'il la protégera coûte que coûte désormais. Cependant, Melita ne veut plus rester dans l'ombre et décide de le rejoindre dans le combat. Il se précipite vers la mascarade et tandis que Kufa le retient, Melita apparaît derrière lui pour une attaque surprise. Il esquive l'attaque, mais Melita et Kufa utilisent de leur travail d'équipe parfait pour le maintenir cloué au sol. Kufa le projette en l'air d'un coup de pied, puis Melita le frappe avec la garde de son épée pour lui donner plus d'élan, se souvenant de son entraînement avec Kufa. Finalement, Kufa utilise son coup ultime appelé 1000 Lams et entoure la mascarade de lames fantômes qui le détruisent, lui et sa cage, instantanément. Melita est heureuse de la victoire et court immédiatement embrasser son professeur, tandis que les autres filles leur disent d'aller se trouver une chambre. Bientôt, tout le monde retourne dans le monde réel et leurs vies reprennent leur cours normal. Pinkman cache son implication dans le récent enlèvement et l'attaque de Melita en rejetant toute la faute sur la mascarade qui l'a en fait tuer. L'homme était un ancien membre de la Légion du Blason, et tandis que la recherche pour le retrouver continue, Feldis prend en charge la sécurité de l'académie. Bientôt, le jour arrive pour lui de retourner à son domaine, et Melita court vers lui, rassemblant le courage de lui parler. Feldis s'approche d'elle et lui dit que, du temps de sa grand-mère, l'un de ses proches avait la même classe de samouraï qu'elle, donc elle n'a pas à s'inquiéter. Benny complimente ses cheveux dorés et affirme qu'elle ressemble à sa mère, ce qui met Melita en larmes. Alors qu'elle fond en larmes, Felbus réalise qu'il est temps pour lui de partir chercher des cigarettes et il confie sa fille à Kufa. Le train part et Kufa réconforte son élève en pleurs, lui disant que sa vie ira mieux à partir de maintenant. Peu après, Melita et Kufa se retrouvent dans le jardin où il l'a sauvée pour la première fois et elle affirme avoir décidé de sa récompense pour avoir réussi l'examen de bibliothécaire. Elle demande à Kufa de la soutenir jusqu'à ce qu'elle devienne quelqu'un que la société reconnaisse et après ce moment, elle promet de risquer sa vie pour le protéger en retour. Kufa est ému par sa détermination et lui baise la main, promettant de toujours rester à ses côtés.